et bienvenue dans votre rendez-vous de la nuit, rendez-vous auquel vous êtes de plus en plus nombreux à participer. À notre écoute, Caroline Dublanche et moi-même, 7 jours sur 7. La libre antenne reste le rendez-vous le plus écouté de France à 7h avec 523 000 auditeurs. Alors un immense merci pour votre fidélité et mon extrême gratitude à tous ceux qui font cette belle émission comme une chaîne immense qui nous tient reliés au travers de notre humanité. Vous témoignez, vous partagez vos doutes, vos peurs, vos questionnements avec courage souvent, et en le faisant, vous illustrez magistralement la phrase du grand psychanalyste Carl Jung: devenir conscient de soi, c'est permettre à l'univers de devenir conscient de lui-même. À l'écoute de ceux qui témoignent, chacun prend en effet conscience de certaines choses vécues, tel un écho qui se propage au travers des ondes d'Europe 1. Nous vous attendons, toujours aussi nombreux, pour témoigner et chercher ensemble vos chemins de liberté. Quentin et Corentin vous accueillent ce soir au 3921 avec grande bienveillance et savent vous préparer habilement à votre passage à l'antenne. Et c'est Boris Pirédu qui veille au bon déroulement de cette émission. Et si vous ne voulez pas vous exprimer en direct, libre à vous de réagir par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit en majuscule ou nous écrire par mail sur le site d'europe1.fr. Le 3921 est là pour vous, profitez-en. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Nadia. Bonsoir Caroline. C'est Sophie, ce soir. Oui, Sophie. Bonsoir Nadia. Excusez-moi. Bonsoir. Je suis émue là. Oui, vous êtes émue Nadia. Vous vouliez nous parler de votre sœur jumelle. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, je vous écoute tous les soirs. Et à chaque fois, je me dis, il n'y a rien à faire. Il faut que je vous téléphone pour vous dire ma peine que j'ai pour ma sœur jumelle qui est décédée. Oui. Oui. Et je suis, voilà, je me reproche. Oui. Je me culpabilise. Parce que je trouve que j'ai pas assez accompagné ma sœur jumelle qui est décédée à l'hôpital jusqu'au bout. Et parce que elle était à l'hôpital et au moment avant qu'elle parte en réa, je l'ai vue parce que j'allais la voir, mais je ne savais pas qu'elle allait partir en réa. J'allais la voir. Et je l'ai vue, elle était souffrante, et ses yeux étaient retournés, et il y avait les infirmières qui l'avaient prise comme ça, et moi, ce que j'ai fait, je l'ai pas, j'ai mis ma main sur son bras, je ne sais pas si elle m'a senti ou quoi, mais elle m'a regardée, et j'ai entendu son cœur, mais il faisait du bruit, comme si elle allait partir. Et du coup, je me suis sauvée. Je suis sortie de l'hôpital en pleurant. Oui. Et quand je suis retournée la voir à 11h du soir, elle était branchée de partout. Et voilà. Et depuis, je n'arrive pas à m'en remettre. Nadia, qu'est-ce que vous imaginez que vous auriez pu ou dû faire à ce moment-là? Vous l'avez donc vue la serrer dans vos bras. Oui. Oui. Elle vous l'avez touchée, elle vous a regardé et elle était, vous dites, supportée, en tout cas prise par les infirmières. Et peut-être que vous n'avez pas osé dans ce milieu-là. Les conditions s'y prêtaient peut-être pas complètement dans ce que vous auriez. Vous voyez, avec le recul aujourd'hui, vous imaginez que c'est ça que vous auriez pu ou dû faire. Mais si vous revisitez la scène telle que vous nous la décrivez et vous l'avez vécue, et on imagine, vous dites, elle avait les yeux révulsés, des infirmières la soutenaient. Quelle place vous aviez auprès d'elle de son corps, si ce n'est le geste que vous avez fait, qui était la toucher et qu'elle vous regarde? Mais je ne sais pas, et là, je n'arrive plus à dormir. Je me pose beaucoup de questions. Oui, lesquelles, par exemple? Elle est partie quand? Elle est décédée quand, votre sœur? Il y a combien de temps? 17 mois. Il y a 17 mois, oui.
Et quelles sont ces questions qui tournent? Mais je me pose des questions. Je me dis, quand avant qu'elle parte à l'hôpital, elle vomissait. Oui. Et comment j'avais appelé le médecin et il m'a dit de faire le 15. Bon, je l'ai fait, mais j'estime qu'il était tard, trop tard, quoi. Que vous auriez dû... En fait, vous revisitez tous les moments où vous trouvez que vous n'avez pas assuré autant. Oui, c'est ça. D'accord. Mais alors, est-ce qu'il y a des éléments médicaux qui confortent votre thèse ou pas? Parce qu'il y a ce que vous dites et puis il y a ce qui a été réellement vécu. Mais comment? Quand je l'ai fait hospitaliser, elle venait de ressortir, parce qu'elle avait déjà été hospitalisée au mois de juillet 2014. C'était le 7 juillet. Elle est ressortie le 22 juillet pour y re-rentrer le 29 juillet. Oui. Et elle n'en est plus ressortie. Oui. Et comment? Est-ce que Nadia, vous vous sentez pas coupable c'est votre sœur jumelle, et coupable de vivre alors qu'elle est partie, tout simplement? Peut-être. Et en plus, bon, elle a laissé ses 2 enfants. Il y en a un, il est grand. Oui. L'autre, ils ont 18 ans d'écart. Il a 21 ans, il fait ses études. Mais le plus grand, il a 38 ans. Et comment? Moi, j'ai pas eu d'enfant. Je comprends. Et je me demande... Vous dites, c'est pas la bonne des deux qui est partie, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, eux, ils ont perdu leur maman. Moi, j'ai pas d'enfant. C'était moins grave si c'est moi qui partais. Voilà. Ouais. Et je me culpabilise. Oui. Et je me dis... et puis aussi, mais on s'entendait bien toutes les deux. On s'adorait. Bien sûr. Ouais. Vous voyez, le matin, elle m'amenait travailler. À 4 heures du matin, elle se levait pour moi parce que en plus, j'avais pas de permis. Ah oui. Elle a fait ça jusqu'au bout, pendant des années. Vous viviez ensemble, Nadia? Ou à côté? Presque. Je suis mariée, mais je vivais plus avec ma sœur qu'avec mon mari. Oui. C'est tellement qu'on s'adorait, Mais la gémellité, vous êtes sœurs jumelles, donc vous avez vous avez perdu une partie de vous. J'ai perdu ma moitié. Bien sûr, oui. Et là, vous savez, je ne vis pas, je survis. Je fais plein de choses pourtant. Je vais à la gym, je vais à l'aquagym. J'essaye de me faire des amis. Mais elle vous manque. Mais elle me manque, mais de plus en plus. Oui. Il y a un moment, ça s'était passé, parce que je suis allée voir le psychologue. Oui. Et là, je ne sais pas, ça me revient. Et quand je rêve de ma sœur, elle me repousse. Ah, elle vous repousse dans vos rêves? Dans mes rêves, elle me repousse. En voulant me dire, je ne sais pas pourquoi. Oui, racontez-moi la scène de votre rêve où elle vous sentez qu'elle vous repousse doucement ou c'est violent? De quelle façon elle vous repousse dans vos rêves? En voulant me dire, laisse-moi tranquille. Mais une fois, j'ai rêvé d'elle. Oui. J'allais chez le gamin, parce que je dis que c'est mon gamin maintenant. J'allais dans le sud, mais la veille, j'ai rêvé d'elle. Et elle était contente, on était contente d'être ensemble. Mais avant que je rêve d'elle, qu'elle était contente, avant, je rêvais qu'elle me repoussait en voulant me dire « laisse-moi tranquille ». Oui, laisse-moi tranquille, parce que c'est une façon de vous laisser dans la vie et elle dans sa place. C'est une façon de dire « laisse-moi partir ». C'est pas vous repousser, c'est « laisse-moi partir ». Parce qu'elle est sur son chemin, elle. Oui. Et c'est la première fois, finalement, Nadia, depuis le ventre de votre maman, où vous êtes séparés, où vous n'êtes pas sur le même chemin, dans la mort. Dans la mort. C'est la première fois, vous voyez, depuis la gestation. Donc, c'est un moment à la fois très important et terrible, mais c'est aussi la fin de la gémellité. Et après, tout dépend ce qu'on croit. Si on pense à l'âme qui va faire son trajet, voilà, on peut imaginer que dans une autre vie, vous ne serez pas jumelles, mais vous l'avez été pour ce bout de chemin sur Terre. Oui, mais je la reverrai de toute façon. Mais oui. Quand je serai décédée. Parce
que... Alors, je vais à la messe presque tous les dimanches. Oui. Parce que ma sœur était fort croyante. Oui. Elle a fait 7 ans d'aumônerie. Mhm. Elle a fait son baptême, sa communion. Oui. Et moi, je vais à la messe. Je vais communier. C'est comme si c'était elle qui allait. Mhm. Vous voyez? Ouais. C'est important, Nadia, que elle qui vit en vous, hein, et vous qui vivez en elle, dans les deux sens, que vous continuez votre vie dans, justement, je vais vous prendre des termes religieux, dans la lumière, Oui. et pas dans les ténèbres. Oui. Voilà, elle est partie, mais vous êtes là aussi, et vous l'avez en vous, et de l'avoir en vous, c'est continuer à ce qu'elle vive d'une certaine manière à l'intérieur de vous, mais moins peut-être dans les larmes, mais plus dans la joie, plus dans la lumière, ce qui va l'aider, elle, sur son chemin. Oui. Parce qu'elle part dans un chemin comme ça. Donc si vous restez dans l'ombre et dans la nuit, d'une part ça l'aide pas, c'est peut-être le sens un peu de vos rêves, et d'autre part vous, ça vous aide pas non plus du tout. Et c'est pas ce qu'elle souhaiterait pour vous sans doute, cette sœur qui vous aimait tant aussi. Ah, je pense. Bien sûr. Mais Elle vous aimait énormément, elle se levait à 4 heures pour vous, elle faisait plein de choses pour vous. Et on allait aux courses toutes les deux. Vous savez, quand on allait faire les courses, pour nous, c'est comme si on était... C'était une joie, parce que j'étais pas là de la semaine, je travaillais. Je rentrais, j'étais fatiguée. Et en fait, des fois, elle me disait, oh, vivement que tu ne travailles plus pour qu'on puisse être ensemble. Parce qu'on faisait beaucoup de choses ensemble. Oui, vous avez perdu votre meilleure amie, en fait. Hein, vraiment la personne qui comptait pour vous dans la vie. Oui. Et ça, Nadia, c'est le temps, et c'est très très dur ce que vous vivez, bien sûr. Vous voyez, vous êtes orpheline aujourd'hui. Voilà. Vous savez, je suis mariée, c'est comme si j'étais veuve. Oui, parce que c'était un autre couple, une autre forme de couple. Parce que on nous appelait le petit couple. Parce qu'on était toujours ensemble. Parce que mon mari, il n'aime pas conduire. Donc, pour lui, vous voyez, de Vireux-Charleville, pour lui, c'était le bout du monde. Mais quand on était toutes les deux, on était heureuses. Vous voyez. Est-ce que ça vous rapproche un peu de votre mari, d'une certaine manière? Heureusement qu'il est là. Oui, c'est ça. Oui, heureusement. Oui. Dites-le lui, hein, c'est important. Oui. Que vous avez besoin de lui en ce moment. Oui, mais bon... Bien sûr, il ne remplace pas, et c'est très différent, hein, on est d'accord, évidemment. Mais c'est important que lui se sente pas rejeté dans votre tristesse, au contraire, qu'il puisse vous aider à la porter. Parce que si vous êtes toute seule dans votre tristesse, il peut se sentir exclu, alors que vous avez besoin de lui. Oui. Mais il m'a beaucoup aidé, il est gentil. Bon, par moments, il rouspète parce que ça me fait mal au cœur. Parce que vous êtes triste. Oui, parce qu'il en a assez de vous voir triste. Oui, bon, puis lui aussi, il a vécu deux deuils aussi. Oui. On a vécu 3 deuils. Ensemble. Oui. Alors... Oui. Peut-être vous pourriez faire ensemble à ce moment-là je sais pas, poser des actes symboliques, parler de ce que vous aimez, vous souvenir, que lui puisse se souvenir de ce qu'il a perdu, et vous, parler de votre sœur, et être dans ses souvenirs, mais des souvenirs heureux. Ah, tu te souviens, ah, j'aimais bien ça. Oui. Ça aide aussi. Oui, mais ma sœur, on était trop... vous voyez, on vivait que pour une. On faisait qu'une personne toutes les deux. Oui. Donc, on ne partagerait rien du tout. On ne partagerait. C'était que nous deux. On était. Et quand vous avez vu la psychologue, ça vous a aidé sur quoi, Nadia? Qu'est-ce que vous avez? Oui. Ça m'a aidé, ça m'a un peu aidé, mais. D'en parler. Mais oui, elle m'a aidée. Mais je souffre toujours. Oui, mais que vous soyez dans cette tristesse et ce manque, même et encore au bout de 17 mois, j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce que
voilà, c'est pas juste une sœur, c'est une sœur jumelle. C'est encore plus qu'une sœur, si on peut dire. Et vous le décrivez très bien. Donc oui, c'est long. Et vous êtes presque à réapprendre ou à apprendre une vie sans elle. Même pas réapprendre, vous êtes en train d'apprendre une autre vie. C'est une autre vie. Et oui. Et ça, c'est vraiment de l'apprentissage. Et donc, voilà, vous allez aller doucement. Ce qui vous aiderait au mieux, c'est bien sûr que vous êtes triste et que c'est dur, c'est d'essayer de vous connecter à quelque chose, voilà, de l'ordre de la lumière qui pourra un jour être dans la joie de cette vie avec elle, de ses bons souvenirs, de garder tout le bon pour que les pleurs s'apaisent petit à petit. Oui, mais voyez, parce qu'on habitait pas loin de chez j'avais 3 pas à faire et j'étais chez elle. Oui. On habitait l'une à côté de l'autre. Oui, donc il y a plein de petites habitudes de tous les jours qui s'en vont. Quand je passe dans ce petit quartier-là, c'est simple, je ne regarde même pas la maison parce que dernièrement je suis passée et j'ai regardé, il y avait de la lumière. Oh, vous verriez mon cœur, j'ai cru qu'il allait se décrocher tellement que ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite maintenant là où elle habitait. Oui. Et puis en plus, ma sœur, elle était malade, elle avait du diabète. Et puis, il faut dire qu'on lui en a fait voir aussi. Et moi, j'étais pas là pour la défendre. Alors, ça c'est autre chose. C'était aussi sa vie. Vous pouviez pas avoir exactement la même vie. Donc votre culpabilité, Nadia, voyez, elle vous sert, j'allais dire, à rien si ce n'est à vous faire souffrir. Oui. Et voilà, c'est pas vous qui avez décidé que ce soit ainsi, et on décide pas ce genre de choses. Donc vous n'y pouvez rien. Et essayez de vous apaiser. Peut-être vous pouvez de nouveau regarder cette maison en ayant à l'esprit tous ces bons souvenirs que vous y avez avec elle. Voyez, de transformer tout ce qui est de l'ordre de la souffrance et de la tristesse aujourd'hui. Oui. En le reliant à tous les moments heureux. Parce que nos morts vivent dans le cœur des vivants. Ils vivent dans nos cœurs. Et donc, vous la portez dans votre cœur. Oh, mais elle est avec moi. Bien elle sûr. Est toujours... Et vous savez, des fois, souvent, je lui parle. Oui. Je lui pose des questions. Et puis, quand il y a quelqu'un qui me parle d'elle, moi, je dis, moi, je suis avec ma sœur. Je vis avec elle. Même des fois, c'est peut-être bizarre, mais je dis, quand j'achète quelque chose, je l'achète pour elle aussi. Oui. Vous avez ce besoin-là, c'est-à-dire c'est pas bizarre, c'est le moyen. C'est le moyen que vous avez trouvé. Hein. On bricole tous un peu avec nos souffrances, et c'est le moyen que vous avez trouvé pour donner du sens à sa perte et que ce soit moins dur pour vous. Donc voilà, ne jugez pas, bizarre ou pas. Peut-être ça finira par s'atténuer avec le temps. Pour l'instant, vous avez besoin de faire comme ça parce que ça vous soulage, ça vous apaise. Elle est un peu encore là et il faut le temps de la laisser partir et de la garder à une place au chaud dans votre cœur, dans les souvenirs, voilà. Mais tout ça, c'est du temps, beaucoup de temps, Nadia. Oui. Donc soyez douce avec vous parce que c'est le meilleur moyen de mieux vivre cette souffrance-là. Et oui, il y a une autre chose. Le jour de sa mort, de toute façon, cliniquement, elle devait être décédée peut-être 2-3 jours avant, mais ils l'ont débranchée parce qu'elle vivait. Ce n'était que des machines. Mais le jour où, j'ai ressenti dans ma tête, je ne sais pas, mais ça m'a fait comme si on m'avait donné un coup de masse sur ma tête. Comme si on avait aussi débranché quelque chose chez vous. Ouais. Voilà. C'est fort possible. Et vous savez, l'année, les 1 an, le jour qu'elle est partie, ça m'a fait pareil. Oui, à date anniversaire. Ouais. La date de l'anniversaire de son décès. Et ça m'a fait pareil. J'ai eu mal à la tête. J'ai dit, j'ai mal à ma tête, comme ça. Oui. Comme si ma sœur... Oui, accueillez-les ces symptômes parce qu'ils vont avec ce lien très très fort, très fusionnel, hein, que vous aviez.
Et donc il y a toutes sortes, voilà, de ces ressentis qui accompagnent ce lien-là. Donc après, attention à vous, attention à ce que tout ça ne s'installe pas trop longtemps. Vous voyez, il n'y a pas dans un deuil, on souffre et évidemment c'est à la mesure de la relation qu'on a vécue. Après, faut faire attention de ne pas basculer. Voilà, de faire attention que ça bascule pas dans quelque chose qui soit chronique pour vous et qui du coup vous empêche de retrouver votre joie de vivre, parce qu'un jour elle reviendra. Oui. Et qu'elle est là quand même. Oui, mais vous savez, ça va mieux quand même. Ouais. Je vais mieux, mais il y a des moments, vous avez bien fait de nous appeler ce soir, Nadia, pour en parler. Oui. Parce que c'est important que vous puissiez, déverser du trop plein. Donc n'hésitez pas à me rappeler ou appeler Caroline. Voilà, parce que c'est important cette parole, ça apaise la douleur ou d'en parler aussi à des amis, et éventuellement si vous en ressentez le besoin de retourner voir un psychologue. Mais voilà, vous êtes en chemin et tout ça est long. Oui. Ben écoutez, je vous remercie. Bon courage à vous, Nadia. Et je suis très heureuse d'écouter votre émission. Vous faites une très belle émission. Merci. Ça me tient beaucoup à cœur. Merci, mais c'est grâce à des témoignages comme les vôtres. Donc merci de nous avoir appelés. Oui, je vous remercie beaucoup. Au revoir, Nadia. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters, 3921. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Simone. Oui, bonsoir. Bienvenue. Moi, je vous téléphone parce que je vous écoute tous les soirs et je me suis quand même décidée ce soir à vouloir un point de vue différent de ce que je vis. J'ai 2 enfants. Pardonnez-moi Simone, on vous entend pas très très bien. Peut-être vous pouvez vous écarter un tout petit peu du combiné. D'accord. Oui, on vous entendra peut-être mieux. C'est mieux ? Oui, c'est mieux. Merci. Alors j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Moi j'ai 77 ans et demi, 78 bientôt. Et j'ai une fille de 47 ans et un fils de 48 ans. Je suis passée par un divorce très très dur à l'âge. Ils avaient tous les deux 11 et 12 ans. Ouais. Avec mon mari, au départ, c'était un mariage d'amour. Mais après, c'était un enfer. Donc, j'ai dû partir. Ouais. Il était radin, il avait tous les défauts du monde. Et avant de partir, j'ai dit à mes enfants, vous venez avec maman. Ils m'ont dit non. Donc j'ai pris une petite voiture que j'avais à l'époque. J'avais jamais conduit dans Paris. J'ai pris la voiture et je suis partie. J'ai pas pu récupérer mes enfants. Ouais. Parce que il était directeur d'école et que moi j'ai changé de quartier. Et je n'ai pas vu ma fille pendant 15 ans. Ouf. Et je n'ai pas vu mon fils pendant 10 ans. Ouais. Et on a fini par se réconcilier. On se voit de temps en temps. Mais il y a une haine qui est là et qui ne part pas. Je suis pas la bonne mère, je suis pas la bonne grand-mère. Tu ne nous aimes pas. Tu sais pas te taire. Il faut que c'est marche ou crève. Et ça, c'est pas mon tempérament. Ouais. Je vois là les dames que vous contactez qui pleurent et tout. Moi, je ne sais pas pleurer. Je ne pleure jamais. J'ai actuellement mon frère qui est à l'hôpital Tenon, qui est en train de mourir. Mes enfants ne sont pas là pour me protéger ou pour être avec moi. Là, je ne les vois pas, je ne les entends pas. Quand je leur demande quelque chose,
On n'est pas d'arty, je suis pas d'arty. Débrouille-toi toute seule avec tes problèmes. Et actuellement, je me pose une question que je voudrais que vous me répondiez si vous pouvez. Est-ce que ce serait pas mieux que je parte, je quitte le pays, au moins je sais qu'ils sont pas près de moi. Et là, j'ai hésité jusqu'à présent de partir parce que je me disais, tu les as quittés une première fois et tu vas les quitter une deuxième fois. Ben oui, bien pensé. Oui, exactement. Mais moi, je ne peux plus vivre comme ça. Ok, mais est-ce que vous comprenez que peut-être, et je ne sais pas si c'est votre analyse, et c'est la question moi que je voulais vous poser, que ces enfants qui avaient donc 11 ans et 12 ans quand vous êtes partis, que vous n'avez pas vu l'un pendant 10 ans, l'autre pendant 15 ans, vous en veulent encore à l'âge qu'ils ont d'avoir, d'être partis tout simplement et d'avoir brisé une partie de leur enfance et peut-être ça, ils vous en veulent toujours. Donc c'est pas une histoire de haine, c'est juste qu'ils vous en veulent en fait. Oui. Est-ce que ça vous pensez que c'est ça? Moi j'ai l'impression. C'est ça. Oui. Non, tu n'es pas la bonne mère, tu n'es pas la bonne grand-mère. Oui, vous serez jamais la bonne mère. Mais Simone, alors après c'est comment on fait dans votre cas qui est difficile pour renouer quelque chose. On n'efface pas, bien sûr, les années années essentielles de leur adolescence et de leur construction de jeunes adultes. Vous pouvez pas renouer ça. Par contre, il y a un autre type de lien. C'est sûr que vous ne pouvez pas avoir un lien avec ces enfants tel que vous imaginez qu'il pourrait être d'une mère qui aurait suivi toute l'évolution ou la vie de ses enfants. Je les ai pas élevés en quelque sorte. Oui, oui. Alors leur papa, et quel lien ils ont avec lui? Il est toujours là, très présent. Il est décédé là. Oui. Il est décédé. Je pense pas qu'ils étaient si proches de leur père. Je pense pas. Ah, il est décédé. Il est décédé quand? Il y a 4-5 ans. Ouais. Mais je ne corresponds pas. Je ne corresponds pas à leur. Moi, je suis plutôt. Disons, les enfants, je dis, on mange pas avec les doigts, ou j'essaye de ne t'occupe pas, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à les occuper. J'ai dit à ma petite fille un jour, tu veux venir dormir chez mamie? Elle me dit oui. Alors j'ai dit, Michel, Eden, elle a accepté de dormir à la maison. Oui. C'est à moi que tu demandes, c'est pas à Eden. C'est-à-dire, c'est pas sa mère, vous voulez dire? Comment? Vous voulez dire, elle l'a pas demandé à sa mère pour venir dormir chez vous? Non, j'ai demandé, moi, à mes petites filles de venir dormir chez moi. Oui. Mais il fallait que moi d'abord, que je demande, je n'avais pas à poser la question à ma petite fille. C'est à lui que j'aurais dû poser la question. À votre fils, oui. Au papa. Au papa. Oui. Oui. Oui, à partir du moment où c'est le père et qu'elles sont petites, oui. Non? Vous en pensez quoi, vous? Écoutez, elle est chez sa mamie. On n'a pas besoin de passer par le... Pour rester dormir? Soleil, elle était déjà chez vous? Ah non, elles viennent jamais chez moi. Jamais. Donc vous dites, elle est chez sa mamie? Pour aller chez sa mamie. Elles sont chez le parent. Oui, donc elles demandent, bien sûr, c'est le parent qui décide où elles vont dormir et si elles vont ou pas. Oui, bien sûr que c'est le parent qui décide pour des enfants. C'est pas elles qui vont décider de ce qu'elles font. Ah, mais pourtant elles vont dormir chez les copines et les trucs et tout. Parce qu'elles demandent à chaque fois aux parents et que les parents sont d'accord. Mais dans ces cas-là, la belle-fille, elle me dit, mais elle a oublié qu'elle avait une réunion avec une copine et qu'elle devait aller voir une copine. Bon. Écoutez, en tout cas, dans votre question sur est-ce qu'il faut que je parte ou pas, partir ne réglera rien. Alors peut-être vous, ça vous soulage, mais ça m'a l'air d'être un peu... Pas le problème. Mais ça m'a l'air d'être un peu votre scénario. C'est-à-dire...
Oui, vous m'entendez, Simone? Oui? Allô? Oui, on vous entend. Vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Ah, merde. Ah, vous entendez plus? Ouais, non, Simone nous entend plus. Si vous entendez encore l'émission d'Europe 1, Simone, c'est que je pense effectivement que partir ne réglera pas le problème et répétera inlassablement votre scénario. Écoutez, on va mettre un peu de musique et peut-être on essaye de vous retrouver en attendant. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Connu le groupe The Police avec un tube Roxane. Pour dialoguer avec Sophie Peters, Envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors Nadia, si vous êtes toujours à l'écoute d'Europe 1 et vous étiez avec nous en tout début d'émission pour témoigner sur la douleur de la perte de votre sœur jumelle, il y a eu plein de messages qui sont arrivés entre-temps pour vous. Il y a Petit Prince qui dit « Je suis ému par votre témoignage, il nous arrive souvent de penser à ceux qui sont partis. Courage à vous, à ceux qu'on n'a pas assez aimés, ceux qui sont partis. Mes pensées et prières vont vers vous », vous dit Petit Prince. Et puis il y a Liso qui dit c'était trop douloureux, elle était pas de taille assumée, vous avez fui pour protéger votre sœur et ne pas lui faire de la peine en craquant devant elle. Et Annie ajoute, elle ne vous repoussait pas, elle lâchait votre main pour que vous continuiez votre chemin. J'ai perdu moi aussi mon frère adoré. Et puis encore un dernier message pour vous, encore Nadia, pour vous tenir chaud au cœur. Il y a Natacha qui dit accrochez-vous, votre sœur ne voudrait pas vous voir souffrir. Nous n'avons pas entre-temps retrouvé Simone, dont le portable est certainement déchargé. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans cette émission quand vous nous appelez sur des portables et tout d'un coup, ça peut couper brutalement. Un message pour vous, Simone, si vous avez rebranché votre radio peut-être. Si vous partez, vous dit Muriel, vous partirez avec vos ressentis sans réponse et c'est une fuite. Le soulagement ne sera que de courte durée. Vous avez l'air très courageuse, pourquoi ne pas essayer plutôt de parler à vos enfants? Et je pense effectivement que c'est une bonne solution. Vous êtes là, Chantal? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Chantal. Chantal. Alors, oui. Donc, je vous appelle parce que moi j'ai des soucis pour gérer mes émotions, on va dire. Car j'éprouve une énorme solitude parfois et ça me pèse. Voilà, j'ai eu une enfance assez difficile et parce que j'ai eu des soucis de santé, donc j'étais souvent dans les hôpitaux ou les opérations, enfin diverses choses comme ça. Et puis, donc, je me rappelle encore à l'adolescence, je me disais, quand je sortirais, je croquerais la vie à pleines dents. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, donc, après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu des autres soucis de santé. J'étais une très, très grande migraineuse. J'ai réussi à trouver un peu un traitement depuis 6 mois où ça va beaucoup mieux. Mais j'ai un mari qui n'est pas là de la semaine et qui n'est pas là du week-end. Et ça, c'est pas comme ça que je voyais la vie de couple. Ouais. Et il y a plein de choses que je voudrais partager avec l'autre, donc notamment avec mon mari, avec une personne, et donc notamment avec mon mari. Et c'est vrai que je suis à fleur de peau après. Et quand je suis à fleur de peau, j'ai du mal avec... maintenant, j'ai plus qu'un fils à la maison. Alors lui, déjà, c'est un grand sensible ou un grand nerveux. Moi, je suis à fleur de peau et ça clash pas mal. Vous lui en voulez à votre mari? Ça clash pas mal avec votre mari? Vous en voulez plus à vous-même ou à votre mari d'ailleurs?
Ah bah mon mari. À votre mari, bah oui. Mon mari, oui. Mais à vous aussi un peu sans doute. Bah, moi, comme j'ai eu pas mal d'années où je vous ai dit, j'avais des problèmes de migraine, donc je me disais bon bah le pauvre, voilà quoi, il a peut-être pas trop une belle vie avec quelqu'un qui est très migraineux. Ah oui, vous vous culpabilisiez, voilà. Oui. Et puis. Et comment ça s'est retourné alors, de passer de le pauvre, finalement je l'empêche un peu de vivre, donc c'est normal qu'il ait ses activités, à je lui en veux de me laisser toute seule. Comment ça a basculé, ça? Je me disais un peu le pauvre, et je me disais aussi, il est marié avec moi, donc ça doit être pour le pire et pour le meilleur. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez... Parce que... Oui. Vous en parlez? Vous en avez parlé ensemble de ça? Qu'est-ce que vous lui avez dit, votre souhait, votre besoin, de votre vision du couple, d'être dans le partage, et que c'est ça qui est important pour vous, de vivre les choses à deux, de faire des choses à deux? Est-ce que ça, vous avez eu cette discussion-là ensemble? Alors, maintes fois, oui. Je dirais même qu'il fait un effort après. Oui. Mais après, ça s'estompe très vite. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit du pourquoi lui, c'est compliqué? Est-ce que c'est son caractère et sa personnalité un peu plus indépendant? Parce qu'il a plein de passions, j'en sais rien, il part à la chasse, à la pêche, voilà, je sais. Exactement, oui, c'est ça, voilà, avec des copains. Oui. Ok, donc chasse-pêche, d'accord. Et donc ça, il retrouve ses copains. Donc il a des passions dans lesquelles vous n'êtes pas, en fait, manifestement. Mais... oui, non. Donc, lui, je sais qu'il aime énormément la nature. Oui. Et entre guillemets, je dirais, malheureusement, son métier, c'est d'être cadre dans un bureau. Oui. Donc, je comprends bien que le week-end, qu'il sorte un peu, voilà. Mais de week-end en week-end, d'année en année, moi, je me trouve complètement usée. Oui, parce que vous passez tout le week-end, vous diriez seul, ou une grosse partie? Est-ce qu'il y a dans un week-end, chaque week-end, un petit moment où vous faites quelque chose ensemble? J'en sais rien, le marché, regarder un film, une activité ensemble dans le week-end? On va dire le samedi soir, on regarde la télé. Vous regardez la télé, bon, d'accord. Ouais. Oui. Bon, ça, c'est pas ça qui vous amuse. Terrible, hein. Non, c'est pas terrible, surtout pour se parler. Ouais. C'est pas ça qui favorise la communication, c'est sûr. Alors, en plus, je trouve que ça nous coupe un peu de la vie sociale. Et si vous receviez, alors justement? Alors, justement, si je reçois, c'est encore moi qui ferai tout. Qui ferait tout et qui, le dimanche matin, il part à 5h ou le samedi matin à 5h. Pour chasser? Voilà, oui. Ouais. Donc, ça serait moi qui me... Enfin, c'est pas toute l'année, l'ouverture de la chasse. Oh, ouais, mais c'est quand long. Même 6 bons mois. C'est 6 bons mois. Ouais. 6-7 mois, et après il faut y aller pour regarder s'il y en a qui sont passés, les traces, tout ça. Il y va encore pour regarder ce qui se passe dans la forêt. Voilà. Même s'il y a plus, si c'est un peu fermé la chasse, voilà, il faut qu'il retourne dans la forêt, quoi. Vous avez des amis, Chantal, avec lesquels vous pouvez faire des choses le week-end? Alors non, parce que j'ai des amis, mais bon, elles travaillaient tout le week-end, toute la semaine. Donc, et elles sont avec leur mari le week-end. Voilà, le week-end avec leur mari et les enfants, ou alors elles habitent plus la région. J'ai pas mal d'amis qui ont quitté ma région. J'avais un petit groupe pareil d'amis ou de copines quand mes enfants étaient en bas âge et qu'ils allaient à l'école, donc on se retrouvait un petit peu les mamans, on va dire. Mais bon, c'est pareil, le week-end, elles sont toutes dans leur famille à recevoir les beaux-parents, les parents, les enfants.
voilà. Et même, donc moi, quand je sortais avec mes enfants le week-end, j'essayais de sortir un peu, d'aller un peu au cinéma, d'aller un peu au McDo, des choses comme ça. Mais je me disais, mais c'est horrible, je suis mariée et je vis comme une femme divorcée. Et ça me faisait mal, quoi. Ouais. De faire des activités comme ça et toujours, très, 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 très souvent toute seule. Oui, très souvent toute seule. Vous n'êtes pas dans un couple, en fait. Vous êtes deux personnes côte à côte. Quand vous essayez d'aborder le sujet avec lui, vous êtes plutôt dans le mode du reproche, du regret, de la colère. Vous dites justement que vous êtes beaucoup dans l'émotion, vous dépassez les bornes. C'est plutôt un peu comme ça que vous êtes quand vous en parlez avec lui? Ah bah, j'ai fait toutes les phases. Ah, oui. Voilà, toutes les phases. C'est-à-dire ouais. Les grosses crises, presque les larmes, envie de suicide, ouais. parce que c'était vraiment dur. Après, j'ai dit ça sert à rien que je me foute en l'air. Hein. Bah non, mais c'est sûr. En tout cas, pas pour lui. Comment il a réagi à ça d'ailleurs, à votre détresse? Parce que c'est de la détresse là dont vous nous parlez. Eh ben, à mon avis, je sais pas. Il m'a l'air en fuite, hein. Il m'a l'air de fuir là, dans sa nature pour avoir la paix. Vous savez ce qu'on va faire, Chantal? On va rester ensemble. On va juste se quitter quelques minutes pour le journal. Et puis on vous garde. Hein, je vous garde avec nous. Vous restez en ligne et je vous reprends juste après le journal. D'accord. À tout de suite. À tout de suite, Chantal. À demain. À demain, exactement. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1. On retrouve Loïc Loury pour les informations. Minuit 7, vous écoutez Europe 1. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Quentin et Corentin et Boris à la réalisation. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Chantal. Vous êtes là, Chantal ? Oui, avec laquelle on était ensemble juste avant le journal de minuit. Donc effectivement, bonne journée, bonjour Chantal, puisque on a changé de jour. Alors entre-temps, il y a des SMS d'auditeurs qui sont arrivés et Brigitte qui dit: il semblerait que votre mari fuit une situation relationnelle bloquée, peut-être qu'il fuit vos reproches et cela les fait légitimement augmenter. Peut-être qu'une aide extérieure pourrait vous aider à mettre fin à ce mécanisme. Et puis Muriel qui dit votre mari préférerait peut-être avoir peu de temps à deux, mais du temps bien rempli avec vous. Il fuit, vous dites victime. Peut-être qu'il y a des moments de couple à provoquer, un repas entre copains, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, j'en pense que tout ça a déjà été fait, donc j'essaie qu'on fasse des choses ensemble, mais c'est toujours moi qu'il faut qu'il prenne l'initiative, c'est toujours moi qu'il faut qu'il fasse les recherches. À un moment donné, c'est un peu épuisant, et puis j'ai envie, en tant que d'être femme, un petit peu dorloter, et qu'on prenne un petit peu soin de moi. Un peu soin de vous. Alors voilà, justement, toute la semaine, c'est quand même moi qui fais tout. Qui tient tout, les enfants, la maison, je veux dire, je suis aidée pas grand-chose. Et justement, une fois, ça m'a fait sourire quand j'étais en course. Je voyais une jeune femme, alors je dis pas que j'enviais, mais elle devait choisir entre différentes sortes de jambon. Elle disait à son conjoint, je crois: qu'est-ce que tu crois que je dois prendre comme jambon, celui-ci ou celui-ci? Et je me suis dit, punaise, un truc si simple, et elle a
j'arrive pas à choisir toute seule. Et moi, c'est toujours constamment. Alors en plus, je suis anxieuse, mais constamment, chaque décision, il faut que je fasse, que je prenne moi-même, que ce soit les médecins, les dentistes des enfants, tout ce qui est l'école, toutes les réunions. Oui, ça manque de partage pour vous. Alors, du coup, il y a une autre question qui se pose et on a envie forcément de vous la poser. Alors, il y a Laurence aussi qui avait envie de vous la poser et moi aussi d'ailleurs. Mais je vais vous lire celle de Laurence. Que se passe-t-il du côté de l'alcôve pour Chantal et son mari? Si ma question ne paraît pas trop indiscrète, dit Laurence, mais effectivement, actuellement vous êtes dans un couple, comment ça se passe dans votre intimité? Est-ce que ce couple existe dans l'intimité? Alors, il se passe très bien, sauf quand je suis un petit peu à bout ou que je suis fâchée. Oui. Là, voilà. C'est la mesure de rétorsion qui s'impose. Mais sinon, il n'est pas à plaindre. Il n'est pas à plaindre, d'accord. Donc les migraines ne vous ennuient pas trop de ce côté-là? Non. Non. Oui, donc il y a une vie entre vous intime. Alors. Oui, par moment, oui. Oui. Alors, est-ce que... Mais quand je suis très à fleur de peau ou à bout, comme en ce moment... vous êtes braqué, quoi. Vous lui en voulez trop. Parce que, est-ce que ces moments-là, ces moments d'intimité, sont pas justement les bons moments pour lui faire des confidences sur l'oreiller, c'est le cas de le dire, en lui disant, voilà, j'aime bien être dans tes bras la nuit, mais j'aime aussi que tu sois à mes côtés le jour. Et de le solliciter dans ce que vous aimez de lui, ce qu'il valorisera et lui donnera peut-être plus envie d'être à vos côtés, parce que là, c'est une histoire de désir à lui donner, à amorcer quelque chose. Alors, au début, vous me dites, c'est pas sa nature. Bon, il y a des années comme ça d'habitude, mais vous voyez, d'être un peu câline et dans ces moments-là, de lui dire à quel point, voilà, vous êtes bien et que c'est une envie de lui, une autre forme d'envie de lui. De passer des moments ensemble. Oui, ça aussi, ça a été fait. Je vous dis, j'ai fait toute la panel du dialogue, on va dire, comme ça. Oui. Moi, j'ai l'impression que la génération du dessus, donc de ses parents, c'était comme ça, et qu'il n'a pas vu ou il connaît pas d'autres modèles. Et pour lui, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, quoi, ça s'est passé comme ça au-dessus, et je sais pas. Il y a David qui demande pourquoi pas passer un week-end rien qu'à deux, chez vous ou ailleurs. Lui proposer, organiser un week-end surprise, l'enlever et partir tous les deux. Ouais. Bah oui, mais il n'est pas là le week-end. Non, mais vous lui dites, tu me réserves ce week-end-là. Ah ben non, il prend rendez-vous avec ses amis et oui, mais si à l'avance, il le bloque les périodes où il n'y a pas de chasse justement. Il peut passer un week-end. Parce que déjà quand on part en vacances, comment ça se passe en vacances? Le week-end, qu'on revienne bien le dimanche pour qu'il y aille. Moi, je dis attends, on revient de vacances, ou quand on part en vacances, quand on revient, il faut qu'on souffle un peu. On a la route, on a les valises, on a tout ça. Il faut qu'on souffle un peu. Et en vacances, c'est différent justement? Alors, en vacances, comme monsieur se lève toute l'année à 5h du matin, il est très fatigué et il dort jusqu'à midi, 13h. Oui. Et l'après-midi? Vous faites des choses ensemble? Vous vous baladez ensemble? Ouais, un peu, mais moi je suis matinale, donc je suis déjà levée depuis le matin 7h. Donc je bouillonne un peu jusqu'à midi, 13h. Vous êtes bien énervé quand il se réveille à midi? Voilà, donc je me dis mais c'est pas possible. Et puis... et du coup, vous faites un peu la tête l'après-midi? Bon, sans faire la tête, je me dis, voilà, la journée est presque finie, les vacances sont presque finies, puis qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand-chose, quoi. Alors, donc, vous nous dites que vous avez tout essayé et qu'il n'y a rien qui marche. Voilà, bon, puis les vacances, on part pas trop en vacances non plus, hein. Voilà, on part une semaine dans l'année, et encore... donc, voilà.
Ouais. Et vous faire plaisir, c'est pas un langage qu'il entend, manifestement. Lui, il est tellement content quand il va là-bas. Il rigole tellement avec tous ses copains qu'à mon avis, il voit pas trop. Oui, ça, c'est ce que vous imaginez, mais c'est différent. C'est pas le même type de relation. Ah oui, c'est pas le même. Bah oui, forcément. Qu'est-ce que vous vous dites là à ce stade où voilà, on a fait le tour ensemble de tout ce que vous avez essayé et qui ne marche pas? Oui. Je me dis que je ne pourrais pas le changer. Il est comme ça, il est comme ça, et que des fois, moi, j'aimerais bien me séparer de lui. Ouais. Et alors? Et alors, c'est un petit peu dur parce que je l'aime quand même. Donc, je trouve ça dur. Et puis je travaille pas, donc c'est aussi dur. Ouais. Donc, alors j'essaye de vivre, enfin, quand je suis comme ça à fleur de peau, de vivre avec lui, mais pas de trop, je sais pas comment vous dire, trop m'attacher, c'est-à-dire... trop en attendre surtout. Non, c'est pas trop vous attacher. Ouais. C'est que vous attendez beaucoup, beaucoup de cette relation et vous attendez beaucoup de choses qu'il ne vous donne pas. Alors, vous pouvez continuer à passer votre vie à attendre, mais ça servira pas à grand-chose. Et ça risque d'être de plus en plus douloureux pour vous. Alors, justement, une des solutions que je me suis un peu trouvée, c'était, je recherche du travail. Et, mais oui, ça c'est une très bonne idée. Je travaillais là j'ai eu qu'un petit CDD de 1 mois. Et puis là, je recherche du travail. Et là, ça m'a aussi beaucoup abattue parce que j'avais presque un poste. Et puis donc, j'ai eu une personne devant moi qui l'a eu avant moi. Et donc voilà, donc je continue à chercher du travail pour me dire, le week-end, s'il n'est pas là, je me reposerai. Oui. Alors, il y a des auditeurs qui alors je pose la question par leur intermédiaire, qui se demandent s'il aurait par hasard quelqu'un d'autre, mais bon, j'ai l'impression que c'est plutôt sa bande d'amis, moi. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, je pense pas. Non, il est trop mordu nature. Je connais tous les autres hommes qui sont avec lui. Ils sont un peu tous. Et est-ce que vous connaissez leurs femmes? Oui. Alors, est-ce que vous voyez entre vous? Parce que là, il y aurait du soutien. Elles vivent la même chose que vous, toutes ces femmes, alors. Alors, je les vois un petit peu de temps en temps quand j'y vais. Parce que c'est pas près de chez nous, c'est à 1 heure de chez nous, 1 bonne heure et demie de chez nous. Donc voilà, je vous dis, toutes les femmes un peu que je connais, elles sont loin de chez moi, donc. Ouais, voilà. Mais vous pourriez vous donner rendez-vous puisque les maris sont pas là. Alors il y en a une qui chasse. Ouais, d'accord. Donc voilà, il y en a une qui chasse, il y en a une autre, l'autre chasseur il est veuf, et puis il y en a une autre, elle a des soucis de santé, donc d'accord. En ce moment, mais voilà. Mais elle travaillait le dimanche, elle aussi, comme elle travaillait dans un secteur où elle travaillait le dimanche. Ouais. Vous voyez, je suis pas aidée. Pas aidée. Non, mais ça donne le sentiment que vous êtes victime d'une situation que vous n'avez pas choisie et que tout ce que vous nous racontez, c'est partout où je regarde ma situation, je suis coincée. Je peux rien faire d'autre que de subir. Et c'est ça qui vous va pas aujourd'hui. Voilà. Il y a quelque chose qui vraiment à 50 ou 60% qui me bloque, je trouve, ou qui m'énerve, c'est que quand je me suis mariée avec lui, il n'était pas chasseur. Oui. Et ça m'a été imposé, voilà, ça m'a été imposé. Il n'y a même pas eu de dialogue, ça serait bien que j'aille faire ça, j'irai de temps en temps, les jours toute façon, c'est vrai que comme dit Aliso, vous auriez pu trouver un compromis, c'est-à-dire chacun son tour faire un effort pour faire un peu plaisir à l'autre. Vous voyez, pas du systématisme. Mais là, il y a quelque chose... Voilà, il y a quelque chose qui s'est imposé. Donc, soit vous continuez à vous lamenter, à attendre que les choses changent, manifestement, il n'est pas pour. Mais si vous changiez quelque
chose. Peut-être que ça va le faire changer. C'est-à-dire que vous allez... Ouais. Ouais, je me lamente plus. Oui. On va dire ça comme ça. Je me lamente plus parce que je me dis ça sert à rien. Oui. Mais j'ai comme je suis très énervée ou très à fleur de peau et quand quelque chose me contrarie, j'ai presque des crises de... Je sais pas si de c'est larmes, des crises de panique. Des larmes, oui. J'en ai. Ah oui. Ah, des crises de panique, en fait. D'angoisse, en fait. Ça m'étouffe dans la poitrine. Oui, parce que vous étouffez de cette frustration, en fait. Vous êtes dans une immense frustration. Oui. Et la frustration, ça crée beaucoup de colère. Et c'est très oppressant. Donc la seule chose que vous puissiez faire, c'est pas attendre de lui, mais c'est attendre de vous, c'est trouver vous une solution. Alors il y a des auditeurs, c'est moi je lis ce qu'ils m'envoient. Il y a Aurore, il y a Christian le musicien qui disent écoutez, prenez un amant, voilà. Ça vous fait rire parce que vous y avez pensé. C'est quand même par la tête. Ah bah bien sûr. Voilà. Oui. Mais ça me fait très bizarre par rapport à mon mari. Oui, je comprends. Par rapport à ce que je suis. Je comprends. Non mais trêve de plaisanterie ou de gaudriole. Il y a Charlotte et là je la rejoins. Elle dit mais elle a l'impression que vous prenez pas beaucoup votre place et que peut-être que vous auriez le droit d'imposer aussi certaines choses, surtout pour les enfants au moins. Et puis vous de vous transformer. Vous parliez du travail, c'est une excellente idée. Peut-être aussi, je sais pas, un hobby qui vous occupe le week-end. Comme le dit Muriel, vous allez cette situation vous impose à vous de prendre votre envol. Sinon, effectivement, c'est la crise de panique. Alors oui, c'est un peu ce qui à quoi je pense et que je peux maintenant penser et faire puisque je n'ai pas les crises, on va dire, de migraine qui m'épuisaient. D'accord. J'étais tellement épuisée que déjà se lever et s'habiller, c'était déjà un petit peu le bout du monde. Alors déjà, j'ai déjà bien enlevé ce souci de ma migraine. Et donc, suite à ça, j'ai déjà beaucoup plus de force pour faire d'autres choses ou pour penser à autre chose. Ouais, comme dit Cathy, lâchez avant de tomber malade. Lâchez parce que là, vous vous épuisez à attendre quelque chose qui ne vient pas. Vous nous racontez que vous avez tout essayé. Et donc maintenant, pour vous, ça passe par le fait de vous occuper de vous, puisqu'on s'occupe pas de vous comme vous voudriez, et de trouver du partage avec d'autres personnes qui vous plaisent bien aussi. Et ce sera pas lui. Et vous verrez que souvent, dans une relation de couple à deux ou même à plusieurs en groupe, il suffit de changer quelquefois une façon, même intérieure, de se comporter face à la vie. Lui va le sentir, le changement. Et peut-être qu'il vous dira, et vous serez vous-même étonné, tiens, si on partait faire un truc ensemble. Parce que là, il vous sent dans l'attente. Et cette attente lui met la pression, et du coup, il se tire. Il s'en va. Inconsciemment, il la sent, votre attente. Vous voyez, il sent bien cet homme qui vous rend malheureuse. Mais c'est trop pour lui. Ça, c'est pas son truc. Il va pas écouter les jérémiades de sa femme, et il est avec ses copains à la chasse. Donc, lâchez ça, et prenez un peu de liberté, vous. Et vous allez voir que vous allez redevenir très séduisante avec votre liberté. Il y a un auditeur qui dit, tiens, trouver un club de danse le soir, le dimanche par exemple. C'est une super idée. Ouais. Oui, j'aime bien la danse. Eh ben voilà, tiens, ça c'est une chouette idée. Voilà, vous voyez, les auditeurs sont là. Bon courage à vous, Chantal. Et occupez-vous de vous. Et n'attendez pas qu'il s'occupe de vous. Oui, je vais essayer, mais ça, c'est un truc que je me soigne depuis 50 ans à m'occuper de moi. Et vous savez, on a souvent... Je replonge dans autre chose. Oui, mais on a souvent des épreuves ou des choses difficiles qui nous arrivent pour les résoudre, justement. Donc, il est bien là, le sujet à résoudre. Bien, je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous. Au revoir, Chantal. Au revoir. Au revoir. Sophie Peter sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Mickey 3D, la rose blanche. Pour
Pour dialoguer avec Sophie Peters, Envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Chantal, il y a Valet de Cœur qui vous dit que vous êtes trop dépendante, regagnez votre autonomie et vous lui reviendrez très séduisante par la peur de vous perdre. Je pense qu'effectivement l'ordonnance de Valet de Cœur est la bonne. Vous êtes là, Sophie? Bonsoir. Bonsoir Sophie, bienvenue. Bonsoir Sophie. Merci d'avoir pris mon appel. Je vous écoute, vous et Caroline, de manière assez régulière, assez souvent, et je suis toujours très admirative de la délicatesse avec laquelle vous conseillez les auditeurs et les auditrices. Merci. Et là, ce soir, j'ai besoin de vos conseils. Oui. Alors, comme je l'ai expliqué à Corentin, je suis en ce moment, j'ai 54 ans, je suis engagée depuis 2 ans dans une relation avec un homme auquel je tiens beaucoup. J'avais l'impression que cette relation était durable, était forte et solide. Nous avons passé les fêtes de fin d'année ensemble, et puis depuis le début de l'année, là, il me dit qu'il se sent pas très bien dans cette relation, qu'il est traversé de doutes. Et tout en me disant qu'il tient à moi, il me dit qu'il a des doutes sur ses sentiments vis-à-vis de moi. Et pour moi, c'est un coup de tonnerre. C'est quelque chose que j'ai absolument pas vu venir. Et ce qui me met en situation difficile, c'est qu'il ne s'explique pas clairement, il ne dit pas clairement. À quoi tiennent ces doutes? Oui, voilà, parce que vous avez chacun, vous me dites, vous avez 54 ans, ça fait 2 ans, vous avez chacun une histoire avant, de vie. Oui. Voilà. Et lui est séparé depuis longtemps ou pas? Oui, à peu près la même période que moi. C'est-à-dire? Il est séparé depuis 5 ans. 5 ans, oui. Et est-ce qu'il avait renoué une histoire de couple un peu longue comme la vôtre pendant 2 ans? Non. D'accord, donc c'est un peu nouveau pour chacun, ça. Oui, pour moi, oui. Et pour lui aussi. Oui. Parce que peut-être, il y a certaines frayeurs quand il y a eu une séparation, l'engagement, après, ça peut faire douter, on ne sait plus si on est amoureux, pas amoureux, si on a peur d'être seul, enfin, vous voyez, de faire le tri dans tout ça. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Oui. C'est un peu ce qu'il me dit, mais pour l'exprimer, si vous voulez, il n'est pas clair. Je comprends qu'il ne soit pas clair s'il n'y voit pas clair, mais je n'arrive pas à savoir si c'est parce que réellement et sincèrement, il n'y voit pas clair, ou est-ce que c'est qu'il a du mal et qu'il a peur de me dire que finalement, il ne veut plus de cette relation, mais qu'il n'ose pas le faire ou qu'il n'ose pas le dire parce qu'il sait que ça va me blesser. Que ça va vous faire du mal et de la peine. Donc il est assez délicat et gentil avec vous. Il l'a toujours été. Il l'a toujours été. Vous, quand vous analysez, quand vous regardez justement depuis les fêtes, parce que c'est depuis les fêtes, quand vous refaites un peu le film en arrière, est-ce que vous avez des petits, vous voyez, c'est des petits indices, parce que souvent ce sont que des indices, des petits détails comme ça, de choses vécues. Vous vous êtes dit, tiens, il n'a pas à l'aise, ou des petites choses comme il est un peu taiseux, des choses qu'il aurait mal vécues mais qu'il n'a pas verbalisées. Qu'est-ce que instinctivement vous avez observé? Moi, j'ai pas observé. Ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai pas vu de signe d'avant-coureur. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que après ces 3 jours là que nous avons passés ensemble, c'est qu'il s'est senti mal. Après, on n'habite pas ensemble, donc on est rentrés, et puis chacun est retourné chez lui. Après, c'était la reprise début janvier. Et il m'a dit qu'il s'est senti un peu seul, un peu désemparé après qu'on se soit quitté, après ce week-end de 3 jours qui était bien. On était bien ensemble. On était bien ensemble tous les deux. Et voilà, donc j'ai tendance à me dire que peut-être il s'est rendu compte qu'il y avait un manque et que ça l'angoisse. Peut-être que ça lui a fait peur. Conscience. Mais en même temps, il me dit que il n'a pas envie qu'on vive ensemble sous le même toit, et moi non plus, je le souhaite pas spécialement, parce que
n'a pas forcément envie de vivre au quotidien. Voilà, la vie à deux, ça peut être sympa, mais ça peut aussi... il y a des tas de petites choses qui tuent l'amour, et je pense que, bon, c'est peut-être préférable... Vous en avez parlé tous les deux, en tout cas, de ce sujet-là, déjà. On en a parlé, on s'est revus 2 fois depuis qu'il m'a dit tout ça, mais on n'a pas avancé. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes revus ? Comment ça s'est passé ces 2 moments ensemble ? Pour moi, pas bien, parce qu'à chaque fois, dans la manière qu'il a d'expliquer qu'il n'est pas bien, on a l'impression qu'il s'excuse de me faire mal. Il me dit, je veux pas te faire du mal, mais en même temps, il m'en fait. Le simple fait qu'il me dise qu'il doute, ça me fait du mal. Bien sûr, il le voit. Il le voit. Quand vous êtes revus, vous avez plus de relations intimes, là, les 2 fois ? Non, pas depuis... Donc vous êtes vus comme ça, quoi, pour prendre un verre ou partager un repas. Et pour discuter, oui. Et pour discuter de votre situation, de votre couple. Oui. Est-ce qu'il vous fait une demande, c'est-à-dire il est juste confus et il vous pousse à dire on arrête ? Et est-ce qu'il est un peu passif là-dessus, et puis à force, c'est vous qui allez finir par lui proposer de dire ? Est-ce que vous sentez qu'il est un peu là-dedans ? Je m'interroge là-dessus, c'est-à-dire que je m'interroge. Là, en particulier, on s'est revus ce soir, là. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Il m'en a pas dit plus, et si ce n'est que toutes ces interrogations, tous ces silences, tous ces doutes, il finit par dire des choses qui deviennent blessantes. Par exemple. Et je me dis qu'effectivement, il me dit que voilà, il sait pas trop. Là, ce soir, il m'a dit qu'il doutait de ses sentiments pour moi, ce qui est quand même assez blessant. Assez blessant. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Vous pouvez le provoquer ? Donc, oui, moi, je me dis que peut-être il cherche à me faire... Oui, il cherche à vous prendre, il cherche à vous faire prendre une décision qu'il n'a pas le courage de prendre. Il ne veut pas assumer. Exactement. Comme ça, lui, il dira, oui, t'as raison, séparons-nous, c'est une bonne idée, dès que vous allez lui tendre la perche. Alors, moi, je veux pas... vous voulez pas, donc vous allez être très clair. Je veux pas me piéger, je veux pas me laisser piéger Bien comme sûr. ça, parce que je tiens à cette relation. Et est-ce que ça, vous lui avez dit ? Oui, je lui ai dit. Moi, je tiens à toi, je tiens à cette relation, et moi, je suis là. Oui, moi, je lui ai dit, je lui ai dit très, très clairement. Ce soir, vous lui avez dit ça, ce soir ? Oui, je lui ai dit ce soir, oui. Et comment il réagit ? Il dit rien, il dit pas, il dit oui, il dit pas franchement, moi aussi, j'y tiens. Est-ce que si vous lui posiez la question de lui dire, est-ce que tu es, ce que vous pensez, moi j'ai le sentiment que tu es en train de me pousser à provoquer la séparation, avec ta confusion. En fait, tu sais très bien ce que tu veux, mais t'oses pas l'assumer, et t'attends que ce soit moi qui prenne la décision. Et si c'est ça, c'est pas la peine de compter dessus, je la prendrai pas. De le provoquer. De lui montrer que vous n'êtes pas dupe. Alors, ce que j'ai essayé d'envisager, comme j'arrive pas à le faire parler, je me suis demandé si on pouvait pas tous les deux aller voir quelqu'un, aller voir un tiers. Oui, bien sûr. Une personne qui... Mais voyez, il n'y a pas de... Le truc d'aller voir un thérapeute de couple, la démarche de faire ça fonctionne quand on n'arrive pas à communiquer dans un couple sur une situation bloquée particulière, mais qu'on a l'intention de faire route ensemble. Et qu'on se retrouve effectivement bloqué et on demande un arbitrage ou une médiation pour arriver à se dire des choses qu'on n'arrive pas à se dire parce que c'est difficile. Et par l'intermédiaire, on va arriver à nouer ce dialogue difficile. Là, c'est pas votre cas. Il n'y a pas un dialogue difficile. Il y en a. Vous dites, moi, je tiens à toi et je tiens à cette relation. Et lui, il vous dit, je doute de mes sentiments. Mais qu'est-ce que vous faites de ça ? Vous pouvez pas en faire grand-chose, si ce n'est de vous pousser à prendre une décision. Mais vous allez aller voir un thérapeute pour dire, voilà, lui, il doute. Moi, je suis sûre et lui, il doute. Il n'y a pas de médiation là-dessus. Il n'y a pas quelque chose à résoudre. On n'est pas dans un problème. On est dans un constat, un état de fait où lui, il doute de savoir si l'histoire continue ou pas. Mais vous ne doutez pas. Moi, je ne doute pas, mais
c'est certain que plus lui... ah bah oui, il va vous mettre en... Mais c'est surtout que blessé, vous allez finir par votre fierté va prendre le dessus je ne peux pas, parce qu'effectivement, mon caractère me porterait plutôt effectivement à lui dire, puisque c'est comme ça, on arrête. Voilà. C'est ce qu'il... Mais en même temps, je veux pas plutôt que de réagir par amour propre. Oui, ça j'entends, mais bon, quelquefois c'est bien aussi de sauver un peu, voilà. Non, ce qui serait bien pour vous, Sophie, c'est de le démasquer dans son fonctionnement, mais avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, puisqu'il est confus. De dire, moi j'entends que dans ta confusion, tu attends que je prenne la décision. Tu me demandes quelque chose d'excessivement douloureux et difficile pour moi, parce que comme tu le sais, je te l'ai dit, je tiens à toi, mais je suis une grande fille, je suis une femme de 54 ans, j'ai vécu une séparation, je serais très malheureuse et très triste, mais je l'accepterai si c'est ton choix. Mais de le mettre en face de sa responsabilité. Oui, d'abord, vous allez lui rendre service, parce qu'il va... Le contraindre à le dire, à l'exprimer. C'est pas le contraindre, mais ça va le faire sortir de la confusion. Parce que vous allez l'inviter à exprimer ce qu'il n'arrive pas à vous dire, si c'est ça, ou à se positionner de toute façon. Parce que finalement là, il va devoir porter une responsabilité, il ne sera pas quitté. Il va devoir poser un acte. Donc il va grandir en le faisant, ou en posant un autre, et puis peut-être en réfléchissant et en revenant. Vous savez pas, mais vous en sortez beaucoup mieux, parce que ça laisse aussi une porte ouverte pour vous dans ce cas-là. S'il est vraiment confus, peut-être qu'il va se dire, en fait, je tiens à elle. Enfin, on n'en sait rien. Mais c'est un petit peu. Alors peut-être que je suis moins douée, évidemment, pour poser la question. C'est toujours un peu difficile, parce que poser la question, c'est s'exposer aussi à entendre une réponse que. Ah ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas mieux que d'avoir à prendre une décision? Vous, dans la confusion, vous risquez de vous dire, mais j'aurais dû m'accrocher, pourquoi j'ai fait ça, je l'ai quitté. Oui, vous tenez à lui, alors vous êtes dans une impasse. Vous tenez à quelqu'un qui vous oblige à le quitter. C'est tordu, ça vous coince, ça. Vous allez agir contre votre volonté. Donc c'est à lui d'agir et vous à rester dans votre volonté. Il est là, l'arbitrage. Alors, il y a Fleur qui dit, est-ce que votre ami n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? Vous doutez de quelque chose, vous? Non, je ne pense pas, non. Non, je pense que non. Il était comment dans son histoire précédente, un peu perdu, comme ça? Le divorce s'est mal passé? Oui, pour lui, ça s'est assez mal passé. Il a fait une dépression après. D'accord. Donc, il a très peur. Oui, je sens qu'il a peur, mais je ne sais pas de quoi. Eh oui, il n'arrive pas à mettre des mots. Il a vu quelqu'un, il est suivi ou non? Il a fait une dépression, vous dites? Il a fait une dépression, il a été suivi pendant cette période-là, mais là, il ne voit plus personne. Il ne voit plus personne. Et quand je lui ai proposé qu'on aille voir quelqu'un, il m'a dit, mais je ne suis pas malade. Oui, c'est ça. Et alors, il y a aussi une autre solution que vous pouvez lui proposer, c'est Liso là qui me la souffle, parce qu'elle dit ça peut être un appel à assistance pour sauver le couple. Ce serait de lui demander si vous avez un rôle à jouer dans la confusion de ses sentiments. Est-ce qu'il y a quelque chose en votre pouvoir, que vous pourriez faire ou être, et qui permettrait, comme dit d'ailleurs Aliso, de rallumer la petite flamme, de lui poser la question. Vous voyez, d'être assez simple, assez factuel. Vous avez deux options, mais les deux ne s'annulent pas. Les deux peuvent se combiner même. La première, c'est de dire, est-ce que j'y peux quelque chose et dans quelle mesure j'ai un rôle à jouer. Mais je lui ai déjà posé la question. Je lui ai dit clairement qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à y voir clair. Il m'a dit rien. Ah ouais, ok. Bon, alors on a la réponse de ce côté-là. Donc maintenant, la deuxième option, c'est de lui dire, écoute, j'ai le sentiment que tu me demandes l'impossible. Donc si c'est ça que tu souhaites, je l'accepterai, voilà, parce que c'est ma responsabilité, que je suis une adulte et même si j'en suis très triste. Mais j'attends que tu prennes la décision parce que ne t'attends pas à ce que ce soit moi qui la prenne à ta place. Et je ne serais pas lui rendre service. Oui, non, mais ça, je veux pas, effectivement, le... Mais je vois que ça pour vous, Sophie. Oui. Bon, déjà, ça m'aide, ça éclaire un peu le chemin. J'avoue que ce soir, j'étais moi-même en pleine confusion. Oui, parce qu'il vous y met pour vous pousser à prendre une décision que vous ne voulez pas prendre. Donc, vous êtes coincé dans une impasse. C'est pour ça que vous êtes confuse. Il vous pousse à faire quelque chose que vous ne voulez pas, en d'autres termes, et que vous le fassiez pour lui.
que vous aimez. Enfin, vous imaginez le casse-tête, quoi. Ce sentimental et douloureux pour vous. Il vaut mieux que la réponse soit difficile pour vous à entendre, mais que les choses soient claires et viennent de lui. Ce sera plus facile même pour vous pour la suite, pour après. Et même pour lui, ça le libérera que de partir comme ça, où c'est vous qui allez prendre la décision à sa place, et ça, c'est pas sain. Mais vous voyez, David pense un peu la même chose que moi. Hein. Il traîne sûrement un traumatisme de son ancienne rupture. Il a peut-être peur de l'engagement. Hein. C'est possible. En tout cas, tout est possible qu'il ait rencontré quelqu'un, qu'il ait peur. Après, on ne sait pas. Et ça, c'est la liberté de l'autre. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Et on peut pas. Il faut être deux pour une relation, donc on ne peut pas vouloir une relation que l'autre ne veut pas. Par contre, ce que vous pouvez, vous, en votre pouvoir, c'est vous faire respecter et être dans le respect de vous-même par rapport à ça. Et ça me semble très, très important. Lui proposer du temps aussi, hein, suggère Brigitte, hein, peut-être. Mais quand il vous dit qu'il doute de ses sentiments, bon, et c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il doute, dit Brigitte, vous pouvez lui dire, voilà, peut-être qu'il a besoin d'un peu de temps. Mais ça, j'imagine que vous lui avez proposé déjà. Oui, mais ça fait déjà 15 jours qu'il réfléchit. Qu'il est supposé réfléchir, d'accord. Voilà, donc... et qui, ouais. Je sais pas, enfin, peut-être évidemment, peut-être que je suis trop impatiente, mais je comprends. Vous êtes amoureuse, alors c'est douloureux pour vous, forcément. Vous vivez une situation inconfortable, mais restez pas là-dedans, parce que ça peut durer des semaines et des mois. Hein. Surtout 15 jours sans progrès notable sur... Oui, sans nouvelles. Voilà. Non, mais voilà, faites-lui face et imposez-vous avec votre bon sens et respect de vous. Vraiment. D'accord. Bon courage, Sophie. Tenez-nous au courant, éventuellement. Merci. Rappelez-nous, hein, après l'avoir vu. Merci beaucoup. En tout cas, j'y vois on est là. Déjà plus clair. Formidable. Merci à vous. Au revoir, Sophie. Bonne soirée. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. Au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Belle chanson d'amour de Bryan Adams dans la libre antenne. Everything I do it for you. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Aline. Bonjour. Bienvenue. J'ai décidé de vous appeler aujourd'hui. Oui. Comme beaucoup d'auditeurs, hein. Un jour on se dit, bon, il faut décrocher. Alors, un jour on se lance. J'ai été boostée dès le début de l'émission par Simone. Oui. Parce qu'en fait, elle a des problèmes avec ses enfants. Et moi, j'ai de gros problèmes avec mon fils qui n'a que 10 ans encore. Oui. Et alors, je m'en veux maintenant parce que je ne sais pas si ces problèmes sont dus à moi ou si voilà, c'est des problèmes qui sont... Il fait pas mal de bêtises. Oui. J'ai fini cette année par le mettre à l'internat, pourtant qu'il n'a que 10 ans. Et il vient tous les week-ends, le vendredi, il rentre et il repart le lundi. Oui. Mais je vous assure qu'il fait toutes les bêtises de la semaine, entre le vendredi et le lundi. Il fait toutes les bêtises chez vous, le week-end, vous voulez dire? Voilà, il fait beaucoup de bêtises. Il en fait plus depuis que vous l'avez mis à l'internat qu'avant, quand il est chez vous? Non, pas plus. À l'internat, il ne fait rien du tout. Mais avant, quand il était tout le temps à la maison, l'année dernière? Tous les jours, si vous voulez, quand j'ai rencontré son père, je venais d'un divorce. Oui. Et alors je n'allais pas bien, je n'étais pas très bien. Quand j'ai eu le petit, à 3 mois, je l'ai envoyé chez mes parents. Son père vient d'un continent, moi je viens d'un autre continent. Je ne sais pas si vous le voyez par mon accent. Oui, voilà. Oui. Et alors, je l'ai envoyé chez mes parents quand il avait 3 ans. Oui. Mais quand il avait 3 mois. 3 mois. Mais pour longtemps, quand vous dites envoyer chez vos parents, j'ai été le récupérer à 3 ans. Mais de 3 mois à 3 ans, il est resté chez vos parents.
Oui, mais je partais tout le temps. Je partais à peu près 3 fois dans l'année, quoi. Le voir. D'accord. Chaque 3-4 mois, je partais le voir. Je partais les voir tous. D'accord. Mais vous êtes toujours avec son papa et vous l'élevez ensemble? Non. Son papa est reparti sur un autre continent que je dirais pas le nom. Ouais. Et voilà, il vit là-bas. Et vous êtes seule à l'élever alors? Maintenant. Je suis seule à l'élever. Mmh. Et alors, à 3 ans, je l'ai ramené en France. Et il me menaçait chaque fois à 3 ans et demi, de se suicider. Il me disait, maman, je vais me tuer. Ouh. Alors, quand j'en ai parlé à mon père et ma mère qui l'avaient quand il était depuis bébé, mon père m'a dit, tu fais rapidement ces affaires, tu l'amènes parce qu'un jour, ça peut mal finir. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou pas. Effectivement, je l'ai ramené chez eux. Oui. Et puis, entre-temps, j'ai repris avec le papa. Et on a eu la petite sœur. Oui. Et la petite sœur, aujourd'hui, elle a 2 ans et demi. Et je me suis dit, depuis que la petite sœur avait 1 an, je me suis dit, je vais récupérer son grand frère pour qu'on soit ensemble. Oui. Alors, quand j'ai ramené le grand frère, 1 semaine après, quand il était en France, le supermarché m'appelle en me disant qu'il a été volé un Playmobil au supermarché. Et puis alors, il l'attaquait, il déchirait les fauteuils, il débranchait le frigo, on arrivait, tout était décongelé. Et le pire, c'est que mes parents m'ont dit après qu'il avait mis le feu chez nous à la maison, là-bas. Ah, donc il faisait aussi pas mal de bêtises aussi chez vous, enfin chez vos parents. Voilà, à 5 ans, parce que j'avais entendu des échos en disant qu'il y a eu du feu et les pompiers sont venus chez nous. Parce que mes parents, ils ont une villa, je me disais, mais comment est-ce que ça se passe et tout ça. Et alors, c'est par la suite que mon père m'a dit que c'est le petit, et il l'a confirmé que c'est lui qui avait mis le feu et que les pompiers sont venus. Alors, depuis, je remarque qu'ils essaient chaque fois de mettre le feu chez moi. Ah, il essaye maintenant de mettre le feu chez vous? Il l'a fait plusieurs fois. L'autre jour que j'ai voulu passer l'aspirateur sous la télé, j'ai récupéré plein de papiers à moitié allumés. Et avant-hier, pas avant-hier, le dimanche dernier, j'ai senti du feu, quoi. J'ai été vérifier un peu partout et puis j'ai vu qu'il avait mis un ballon en plastique de sa sœur dans l'halogène, juste à côté de l'ampoule. Qui a brûlé. Oui, il a plein d'idées redoutables, ce petit garçon. Et en fait, il n'a pas tellement changé de comportement avec l'arrivée de la sœur. En fait, vos parents disent qu'il était déjà dans ce comportement-là avant. Voilà, parce que même avant d'avoir sa sœur, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais tu veux bien avoir un frère ou une sœur? Parce que je me posais moi-même la question en me disant, mais il va être le pauvre, il va peut-être être tout seul dans sa vie. Et puis, quand il y a eu la sœur, tout le monde m'a dit, mais non, il est jaloux de sa sœur. Mais non. Moi, je vous appelle pour ça parce que je comprends pas. Est-ce que c'est parce que je l'ai amené là-bas en Afrique depuis tout petit, ou bien c'est parce qu'il a ça Non, il n'a pas ça dans le sang. Il n'a pas ça dans le sang, rassurez-vous. Après, vous avez fait, comme c'était important pour vous. Il nous reste malheureusement que quelques minutes. J'avais juste une question. Est-ce que vous le punissez? Comment vous réagissez à ces bêtises? Alors, au départ, quand il faisait des choses, il partait aux toilettes, il tirait pas. Il rentrait dans les toilettes, il me renversait tous mes gels de douche, il mettait de l'eau. Et qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction à chaque fois? Au départ, je le faisais recopier. Voilà. Et finalement, je voyais que ça ne changeait rien. Non. Pendant que je le fais recopier, il fait une autre bêtise à côté, il rentre dans sa chambre. Il faut une punition qui comprenne, qui ait du sens pour lui. Malheureusement, Aline, comme il nous reste pas beaucoup de temps, moi, ce qui me semble très urgent pour vous, c'est d'aller consulter une ou un psy, un pédopsychiatre, et peut-être d'envisager une thérapie familiale à plusieurs. Auquel pourraient être à la fois associés la petite sœur, vous, le papa et lui, tous les 4, parce que vous êtes tous les 4 concernés par son comportement.
au travers de son comportement, Aline, un enfant de cet âge-là, il cherche à vous dire quelque chose. Alors, est-ce qu'il vous dit que vous lui avez manqué, que vous auriez pas dû le laisser? Est-ce qu'il vous dit, la petite sœur ça va pas, l'internat non plus? En tout cas, il cherche à se faire remarquer. Vous voyez, il cherche pas à vous nuire pour vous nuire. Il est pas fou, il n'a pas un problème, il a pas une maladie psy, votre fils. Il est en train de signifier quelque chose de la famille. Justement, je vous ai appelé d'Albert, puisque je voulais savoir s'il faut le ramener à l'internat pour qu'il reste là-bas toute l'année. Non, surtout pas. Vous allez de nouveau, en plus, alors là, vous allez l'abandonner à des étrangers, ce sera pire. Non, la solution, elle est avec vous, en famille, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Donc ne le jugez pas, ne vous mettez pas en culpabilité. Il y aurait 2 erreurs à commettre pour vous. C'est vous sentir trop coupable et du coup ne pas agir et mettre le sujet loin de vous pour moins ressentir de culpabilité. Et la deuxième erreur serait de dire, non, c'est lui, il est comme ça, il n'y a rien à faire, on va juste essayer de le parquer quelque part pour qu'il fasse le moins de dégâts possible. Quand je remarque que quand il est avec les autres, il se comporte bien. Oui, donc, ok. Alors c'est la preuve. D'accord. Donc, Aline, c'est la preuve qu'il a aucun problème, si ce n'est qu'il y a un mode de fonctionnement et de comportement qu'il a au sein de la famille. Et dites-vous simplement, il cherche à me dire quelque chose, à nous dire quelque chose. Et c'est ça qu'il faut qu'on découvre. Voilà, sans jugement. Et sans jugement sur vous. Et donc, ça passe par le pédopsychiatre ou une thérapie familiale. Mais vous avez besoin d'être aidé. Restez pas seul avec ça, parce que toute seule, ça va être très très difficile. Ah oui, je commence à faire les clés. Oui, c'est important. Je vous remercie. Bon courage, Aline. Rappelez-nous à ce moment-là, si vous voulez qu'on continue, à élaborer. Bon courage à vous et bonne nuit. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, on se dit à demain 23h et je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini avec le grand direct des médias. À demain, passez une bonne nuit.